Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle analyse de contes. Oui, la dernière remonte un petit peu je dois dire et j'en suis désolée. Après c'est un exercice que j'aime beaucoup mais qui demande quand même un petit peu de temps. C'est pour ça aussi que j'en fais pas tous les jours. Mais là j'avais une petite envie d'y retourner tu vois. Et pour reprendre en douceur, j'ai pris un conte assez court et ma foi pas trop complexe à analyser. Faut dire maintenant j'ai un peu d'expérience vu que j'ai déjà fait Le Petit Chaperon Rouge et Cendrillon, n'est-ce pas? Ça y est. Non mais honnêtement, c'est les mêmes clés qu'on retrouve et il y a des petites choses sympas, mais je vous ai toujours pas dit le titre. Bon après vous devez déjà le connaître vu qu'il est marqué également sur le titre de la vidéo et sur la miniature sans doute, donc bon il y a pas un gros suspense, on fait les faits. Oui, on fait les faits. C'était même pas fait exprès, en plus, même pas fait exprès. Oh non, je vais pas commencer. On fait les faits, je vais y refaire la bêtise, de Perrault. C'est un conte qui est assez court et pour le coup qui a une construction extrêmement simple. À la limite c'est le conte qu'il a fait le plus stéréotype en termes de conte de fées. Pour comprendre la construction basique vraiment d'un conte, il n'y a pas mieux. Donc on va commencer. Vous allez voir, il est pas très complexe mais il y a quand même des petites choses sympas à repérer. Je commence donc ma lecture. Les fées, c'est le titre. Non parce qu'il faut le préciser. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père, pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis, et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Voilà, c'était la situation initiale. Pour faire un petit rappel de français, situation initiale, ça décrit la situation donc du début, hein. Péripéties, c'est toutes les petites aventures plus ou moins importantes qui arrivent au héros, et situation finale, tout se termine, voilà. Donc après en fonction des récits, évidemment, il y a plus ou moins de péripéties, plus ou moins de situation finale aussi d'ailleurs. Là, on est sur quelque chose d'assez basique, sommaire, vous allez voir, c'est assez simple. On a la description des personnages qui sont, ma foi, assez simple à cerner, hein. On a la mère, donc la veuve. Je rappelle que pour Perrault, ces contes servent également à guider ceux qui vont les entendre. Donc en gros, hein, pour les hommes de l'époque, si t'étais une femme et que t'étais pas une mère ou une épouse, t'étais un petit peu checheux. Ah voilà, c'était pas ouf, t'étais pas dans le plein d'accomplissement de ta vie. Là la meuf elle est veuve, mais elle est pas mariée. Bon, eh ben ma cocotte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Peut-être est-ce parce qu'elle est si désagréable et si orgueilleuse qu'on ne peut vivre avec elle. C'est-à-dire que la meuf elle est tellement affreuse qu'aucun homme ne veut d'elle. Ah, va des rétros. Mais en plus de ça, on retrouve un petit mot qu'on a déjà eu dans Le Petit Chaperon Rouge. Cette mère était folle de sa fille. Et maintenant on sait que quand Perrault utilise le mot folle, et bah ça veut dire qu'en gros elle l'est vraiment, hein. Ça veut dire que c'est pas une femme bien, une femme normale, elle est hors de sa norme et elle est pas saine et du coup est dangereuse potentiellement, en tout cas montre un mauvais exemple. Voilà, donc pour la mère, dans ta gueule, ah voilà, ah mais les mères célibataires à l'époque c'était pas ouf, hein. Pour sa fille aînée, donc qui est décrite comme la sœur aînée, elle est laide et acariâtre, voilà, et elle ressemble à sa mère, donc on suppose qu'elle est folle aussi, hein. C'est super comme descriptif. On peut également déduire que du coup la sœur aînée est choyée et vit dans l'oisiveté, pendant que la cadette se tape tout le sale boulot. Si ça vous rappelle Cendrillon, c'est normal. La cadette, elle, n'a pas de prénom, hein. Au moins Cendrillon, elle avait un surnom, la cadette, même pas. Personne n'a de prénom de toute façon là-dedans, c'est fait exprès bien sûr, hein. S'il n'y a pas de prénom qui sont donnés, c'est pour que tout le monde puisse s'identifier plus facilement. Du coup, la cadette, elle est décrite comme douce, honnête, une des plus belles filles qu'on eût jamais vues. Donc voilà, encore une fois, hein, dans le gang des vertus, elle gagne tout. Par contre, on dit aussi qu'elle mange à la cuisine. Alors, on ne sait pas la situation de cette famille, mais on peut supposer que du coup, la cuisine c'est la place des domestiques, et que donc cette jeune fille est traitée comme une domestique, pendant que la famille doit être à peu près à un niveau de bourgeoisie modeste, tu vois, ça va pas être un truc de dingue, mais la cadette est quand même déclassée par rapport au reste, hein. La cuisine elle est pas notée pour rien. La cadette est décrite comme ressemblant à son père, tandis que l'aînée, elle, est décrite comme ressemblant à sa mère. Et pour l'époque, encore une fois, c'est pas pour rien que des meufs entre elles, ils aimaient pas trop, hein. Il fallait aspirer à un modèle masculin, à se compléter avec l'être aimé, avoir un modèle de père, enfin voilà. En gros, encore une fois, il y a le côté saint d'esprit sur la cadette qui ne se retrouve pas du tout chez les 2 autres meufs du logis. Dommage pour l'époque, mais c'est comme ça. Donc mine de rien, en quelques petites phrasounettes, il a sous-entendu quand même pas mal de choses, hein, mon petit Perrault. Oui, c'est mon petit Perrault aujourd'hui, je me l'approprie un petit peu. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, da, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. Parce qu'elle est quand même très cool, hein.
La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous diriez, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Oh, je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je » dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. Péripéties, c'est le début. Alors, il se passe pas mal de choses. Déjà, on voit que c'est le début des péripéties parce qu'on a le passé simple qui arrive. C'est des petites astuces de français que je donne là, mais moi, j'avoue que ça m'a rappelé mes souvenirs, du coup, j'ai envie de vous le dire. Jusqu'à présent, on avait de l'imparfait, et là, bim, passé simple, ça veut dire qu'il se passe des trucs, tu vois, il y a de l'action qui arrive, alors qu'avant, on était dans la description plus basique. On en remet une couche sur le fait que la cadette, c'est vraiment la meuf, mais au-dessus du game de ouf, quoi. Elle est belle, hein, non, parce qu'on l'a pas assez dit, donc on en remet une couche. Elle rince sa cruche, elle puise de l'eau au plus bel endroit de la fontaine, et elle lui présente en soutenant la cruche derrière. Vraiment, elle fait toutes les actions les plus sympas du monde pour la vieille dame. Elle est vraiment gentille, tu vois, donc ça met vraiment en avant, encore une fois, même la vieille dame, elle le dit, vous êtes si belle, si bonne et si honnête, et elle est parfaite, on a compris, hein, la cadette, c'est la meuf parfaite, celle qu'on ne sera jamais, nous, humbles mortels, voilà, même si on devrait espérer le devenir, c'est un peu la morale du conte, mais bon, je vous spoil pas la fin. Du coup, en plus de ça, la vieille dame, qui est donc la bonne fée, parce qu'il en faut bien une, hein, elle lui fait cracher des fleurs, des perles et des diamants. Mais allez juste parce qu'elle a donné de l'eau, hein. Purée, j'ose pas imaginer si elle avait donné un bout de pain en plus. Alors, ça a beaucoup de sens métaphorique. En fait, cette scène-là, elle a surtout un énorme sens métaphorique. On peut noter juste une petite chose niveau langage qui m'a beaucoup plu avant de parler des sens symboliques de tout ça. Ma bonne mère. La petite cadette, elle dit « Oui, dame, ma bonne mère », dit cette belle fille, parce qu'elle est toujours belle, hein. Elle appelle la fée sa mère. On y voit donc une référence à la maternité, puisque sa vraie mère, manifestement, est une grognasse qui est folle de l'autre fille. Là, elle a une référence maternelle saine, positive. Voilà, c'est la maman de cœur, quoi. Comme quoi, on choisit pas les liens du sang, mais on peut choisir le reste, hein. Surtout quand c'est une bonne fée, c'est quand même bien pratique. Maintenant, au niveau des symboles, cette scène-là se passe au niveau de la fontaine. Pourquoi la fontaine, me demanderez-vous? Et c'est une très bonne question. La fontaine représente simplement le miroir de l'âme des 2 jeunes filles. On ne peut pas se trahir quand on se regarde dans une glace. Ça rejoint un peu quand je vous dis soyez fiers de vous voir dans une glace, tu vois, c'est métaphorique. L'eau représente la nature humaine et elle renvoie à ce qu'il y a de bon ou de moins bon chez l'une ou l'autre. Voilà. Les fleurs, les perles et les diamants, c'est la grâce, la beauté, la pureté. Voilà, le diamant, évidemment, on connaît la pureté du diamant. En plus, le diamant et l'eau, il y a un sens. Toujours pour le diamant, ce sont des pierres polies, taillées, qui réfléchissent la lumière. On peut également retrouver la jeune fille là-dedans. Et surtout, de base, les diamants sont des pierres grossières qui sont amenées à être polies. Donc, on peut voir aussi le début de son ascension dans ce sens-là. De base, c'est une pierre brute sympathique, mais grâce à la fée, elle devient wow, un gros poids dans la société, quoi. Elle pèse dans le game maintenant. On peut également parler de la cruche, parce que oui, elle donne à boire à la vieille dame dans une cruche. Ça représente simplement l'humilité. On peut mettre beaucoup de contenants, alors que de l'extérieur, c'est pas dingue, tu vois. Voilà, non mais en gros, voilà. C'est juste, j'aime bien les petits symboliques comme ça. De toute façon, il y a que ça à se mettre sous la dent dans ce conte, hein, au niveau du sens, sinon c'est assez clair. Donc voilà pour toutes ces petites péripéties. Il se passe pas mal de choses, mais on s'y retrouve niveau sens. C'est juste qu'en décortiquant, ça renforce un peu plus le message de départ. Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. « Ah, il me ferait beau voir, répondit la brutale. Allez à la fontaine. Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue ?» lui dit cette brutale orgueilleuse, « pour vous donner à boire ? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. »« Vous n'êtes guère honnête ?» reprit la fée sans se mettre en colère. « Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille,
Eh bien ma mère, lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. Oh, ciel, s'écria la mère, que vois-je là? C'est sa sœur qui en est cause, elle me le paiera. Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Alors, là il y a pas mal de choses à dire. Déjà on peut se rendre compte, j'y reviendrai à la fin, mais que le récit est vraiment construit en opposition ou en similitude, mais en tout cas il est construit sur la base du 2. Le 2 revient tout le temps, tout est ou similaire ou opposé, on retrouve de la jimilité partout. Jimilité, je sais plus le mot, vous avez compris l'idée. La fée apparaît donc à 2 reprises, mais sous 2 formes différentes, et elle semble omnisciente puisqu'elle connaît la mauvaise nature de l'aînée, puisqu'elle dit jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille, donc elle était déjà au courant qu'elle était malhonnête, mais elle savait également plutôt que la petite elle était mignonne. Donc comment elle le sait, pourquoi elle est pas venue avant? C'est comme la marraine de Cendrillon, elle attendait son heure, on va dire, hein. On peut se demander, enfin en tout cas moi je me le suis demandé en lisant le conte, enfin en le relisant, pourquoi l'aînée elle était à ce point punie pour pas avoir voulu donner de l'eau à une bourge. Parce qu'en gros, une pauvre dame du village, ça veut dire qu'en gros t'es généreux envers les pauvres, tu vois, donc ok, ça met en avant la vertu, la générosité, la bonté. Une bourge, t'as plutôt intérêt à être sympa avec elle pour en espérer gagner quelque chose, tu vois, donc je comprenais pas trop, mais en fait c'est parce que Perrault met en parallèle, encore une fois ce concept de dualité, la bonté et la vertu, et également la montée sociale. C'est-à-dire que typiquement, si t'es pas sympa avec quelqu'un de noble, ça veut dire que tu ne connais pas les usages. Elle n'est pas respectueuse, elle n'a pas les égards qu'il faut envers la noblesse, donc elle ne connaît pas les règles de la bonne société, donc elle ne pourra pas y être intégrée. Dommage l'aînée. On peut noter que l'aînée est à nouveau rappelée brutale orgueilleuse, histoire de lui remettre un petit tacle dans la tronche, au cas où on n'aurait pas compris que c'était vraiment pas la meuf à prendre comme exemple. Et elle a un prénom, elle s'appelle Fanchon, voilà. Alors c'est pas... Non mais c'est pas, tu vois, c'est pas méga gracieux, hein, mais elle a un prénom et on peut se demander pourquoi, étant donné que la cadette n'en a pas, elle est même réduite à son rang dans la famille, la mère n'en a pas, le père n'en a pas, la fée n'en a pas, personne n'a un prénom à part Fanchon. Peut-être, alors ça c'est typiquement moi qui le pense, hein, parce que j'ai rien trouvé là-dessus, parce que j'ai cherché mais j'ai rien trouvé, peut-être que c'est vraiment pour qu'on la prenne pas en exemple. Le but du conte c'est vraiment qu'on s'inspire de la cadette et qu'on fasse les mêmes choix qu'elle, qu'on puisse s'identifier à elle. Le fait d'avoir donné un prénom à l'opposant, on va dire principal, ça peut vraiment nous le mettre loin de nous. C'est la seule option que je vois, parce que sinon je vois pas pourquoi il leur aurait donné un nom et pas la cadette, c'est quand même l'héroïne, bordel, la pauvre. En termes de symbolique, les crapauds et les serpents, ça va directement dans le bestiaire des forces du mal. Voilà, ça bosse avec le diable, c'est les créatures pas ouf, tu vois. Donc voilà, c'est sympathique. Encore une fois, là, mais l'aînée, elle prend cher, hein, juste parce que c'est une grognasse, hein. On peut également noter qu'un crapaud, c'est des petites taches qui polluent un peu en diamant. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, j'ai trouvé ça très mignon du coup. Puisque la cadette crache des diamants et que l'aîné crache des crapauds qui polluent le diamant, il y a quand même un beau lien entre les deux qui est, c'est ma foi, je dois bien le dire, poétique. Et le flacon en argent est en opposition avec la cruche. Vous pourriez vous amuser à compter toutes les dualités du bordel, il y en a un paquet, hein. Forcément la cruche, comme on l'a dit, elle peut contenir beaucoup de flotte, mais elle est pas ouf niveau physique. Le flacon en argent c'est l'inverse, un flacon c'est tout petiot, c'est très beau, mais si tu veux boire avec ça, t'as intérêt à y aller à plusieurs reprises. Ça montre bien encore une fois la vanité de cet aîné qui décidément a tous les défauts du monde. Les péripéties sont finies, passons à la situation finale. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra. Et la voyant si belle, et oui, encore, hein, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à un autre, l'emmena au palais du roi son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Ah mais oui, ah bah ça déconne pas chez Perrault, hein. Donc, alors, la présence du prince, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'il fout le prince, hein. Déjà le prince il chasse, ça c'est dit, activité noble par excellence, encore une fois, on a à nouveau l'étiquette, c'est un noble, y a pas de problème, il fait bien son boulot, on dit d'ailleurs plusieurs fois que c'est le fils du roi, hein, ça vient quand même très souvent pour quelques lignes, hein, au cas où on aurait oublié en 3 phrases, non c'est pas un hasard, c'est vraiment juste pour renforcer à quel point il est badass et bourré de pognon. Cela dit, on n'a jamais assez de pognon, puisque c'est clairement quand il considère qu'un tel don vaut mieux que tout ce qu'on pourrait donner en mariage à un autre, qu'il l'emmène au palais du roi son père. Donc on a une belle petite ironie là-dessus de la part de Perrault, qu'on peut déjà retrouver un petit peu dans Cendrillon, mais là qui est vraiment un ton un peu amusé, je trouve, en tout cas moi je trouve ça rigolo. Oui, c'est pas un mariage d'amour spécialement, hein. Elle est belle en plus, donc c'est tout bénef, mais c'est surtout qu'elle crache des perles et des diamants, hein. Bon, voilà, dans Peau d'âne, c'est un âne qui fait caca des diamants et des perles et de l'or.
Bon, là c'est une femme, tu vois, c'est plus sympathique, mais bon, c'est la même idée. C'est clairement pas un mariage dû à l'amour passionnel, mais en même temps, encore une fois, c'était pas le but de l'époque. Le but de l'époque, c'était d'être intégré dans la société et d'y être accepté. Si tu grimpais dans les rangs sociaux, t'avais réussi ta vie de ouf, tu vois. Donc pour l'époque, la meuf, c'est la promotion idéale. Alors que, de notre point de vue à nous, elle se fait exploiter pour de la thune. Ah bah les temps changent, hein. On peut se questionner sur le fait que le prince passe dans les bois à ce moment-là. Est-ce que c'est un tour de la fée, puisqu'elle a déjà fait la petite modification de parlotte aux deux filles? Est-ce que par hasard elle aurait pas voulu aider sa petite cadette un peu plus? C'est possible. En opposition à la rencontre entre le prince et la jeune fille, quand je vous ai dit que tout était fait en opposition, je ne déconne pas, il y a l'aîné qui rencontre la mort. Ah oui, bah c'est moins sympathique, hein, mais c'est n'empêche une rencontre également qui finit de manière différente pour les deux, mais elles ont toutes les deux une rencontre finale, on va dire. Le fait que ça se passe dans les bois, c'est pas anecdotique non plus. Les bois, ça symbolise l'état de nature, donc l'état original, et le fait que l'aînée y meurt, c'est surtout sa mort sociale en fait que ça symbolise, plus que sa mort physique. Elle n'a pas réussi à respecter les codes à la fontaine avec la fée, elle n'a pas mis en pratique les bons usages de la cour, du coup elle est délaissée et crève toute seule comme une pécore. En gros, c'est l'idée quoi. Il faut être poli avec les dames au puits, c'est important. Il y a 2 moralités avec ce conte que je vous lis. Elles sont assez simples pour le coup, il n'y a pas de... Première. Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Bon bah là, c'est directement l'application du conte, hein. Et la seconde. L'honnêteté coûte des soins. Elle veut un peu de complaisance. Mais tôt ou tard, elle a sa récompense. Et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Et là, c'est un petit prolongement. Il n'y a pas trop de fourbasserie par rapport au sens direct des morales, quoi. C'est directement l'application, il n'y a rien à en tirer de plus. En gros, la première morale est plus concrète, elle parle d'espèces sonnantes et trébuchantes. La seconde est plus moralisatrice et surtout philosophique, elle fait plus réfléchir. Et voilà! J'avais dit que c'était assez court. Je dois avouer qu'en termes d'analyse, Le Petit Chaperon Rouge reste mon favori, même si Cendrillon était aussi instructif. Mais néanmoins, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les petits symboles cachés et également le côté société qui était dans ce conte que j'avais pas du tout perçu au départ, parce que c'est un conte que je connais depuis que je suis gamine, et moi c'est vrai que je voyais juste le côté vertu gentil, tu vois, en gros t'es gentil, t'es récompensé, t'es une grognasse, t'es puni, hein, voilà, c'est le truc basique. Mais en fait, il y avait encore une fois, comme dans Cendrillon, ce côté vraiment société, gentilhomme, noblesse, étiquette surtout, et que si tu connais pas les codes, en gros t'es coincé quoi, t'es out, c'est horrible quand même. Je pensais pas qu'il y avait autant ce côté-là. Mais il avait vraiment pour vocation d'instruire les jeunes filles qui allaient lire ce conte, quoi. Je trouve ça vachement intéressant. Petit bonus, je sais pas si vous connaissez dans les contes de la rue Broca, Pierre Gripari, je regardais le nom parce que j'avais oublié, a écrit la Fée du robinet, qui est une autre adaptation en fait de ce conte-là, du conte des fées. Mais en fait, dans cette adaptation-là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la Fée du robinet, elle est un peu con-con, hein, et que elle se trompe de jeune fille. Elle pense en gros que l'aînée, qui est une saloperie, est adorable, et que la cadette, qui est adorable, est une saloperie. Donc elle se gourre un peu, elle comprend pas trop la situation humaine, tu vois. Ce qui fait qu'elle donne à la méchante le pouvoir d'avoir des diamants qui lui sortent de la bouche, et à la jeune fille gentille de cracher des serpents. Sauf que dans cette adaptation-là, la méchante qui crache plein d'or, elle se retrouve avec un mec qui profite de sa situation et en gros la séquestre et prend toute sa thune. Tandis que la cadette, qui est du coup gentille et se retrouve avec une malédiction, rencontre un gars qui bosse à l'Institut Pasteur et qui est passionné par les reptiles, et ils vivent très heureux tous les deux. Et je dois avouer que je préfère cette version du conte qui est un peu plus... comment dire ça ? Qui joue plus sur le destin, qui montre plus qu'en fonction de notre nature, on a une récompense. Alors que celui-ci, bon bah forcément que la cadette elle trouve un prince vu qu'elle crache des perles. Enfin je veux dire, même Perrault il le dit que le prince il l'aime pas. Mais encore une fois, je pense que l'adaptation dans les contes de la rue Broca c'est plus moderne. À l'époque on cherchait pas l'amour, on cherchait l'accomplissement. On cherchait une situation en société. Donc forcément c'était pas le même objectif. À l'époque de Perrault, finir avec un pécore qui t'aimait mais qui aimait les serpents aussi, c'était un échec, même si t'étais amoureuse. Donc logiquement, il fallait une fin adaptée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce conte et des petites choses qu'on a découvert au travers de cette vidéo, de cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Il y avait un peu moins de matière que pour les 2 contes que j'ai vus précédemment, mais je trouve qu'il y avait quand même de petites choses sympathiques à découvrir. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et j'espère dans pas trop longtemps pour un prochain conte parce que au final j'ai pu faire cette analyse assez rapidement vu que maintenant j'ai les clés un petit peu en tête, donc pourquoi pas en refaire une dans pas trop longtemps. J'avoue que j'apprécie beaucoup l'exercice. N'hésitez pas d'ailleurs à également me mettre en commentaire des contes que vous aimeriez que je voie, pas forcément des très connus, j'ai d'ailleurs acheté un livre intégral de tous les contes de Grimm, il y en a un taquet. Pour le moment je fais que Perrault, je me demande si d'ailleurs je vais pas faire tous les Perrault et après les Grimm, enfin, je sais pas comment je vais me débrouiller, pas tous les Grimm parce qu'il y en a énormément, hein. Mais j'avoue que les Perrault c'est intéressant d'avoir un peu le même auteur qui les fait tous, je trouve ça vachement cool.
Du coup, je vous laisse là, j'ai plus du tout de lumière, moi je me rends compte que le ciel s'est obscurci pendant cette vidéo, du coup navré, j'espère que ça sera pas trop pénible pour vous. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.